longévité de ma carrière, parce que quand j'ai commencé dans ce métier il y a 55 ans exactement, c'était 2 ans. Michel Drucker, licencié? Oui, vous avez bien entendu. Après des décennies passées à incarner le visage rassurant de la télévision française, l'annonce de son éviction a fait l'effet d'un tremblement de terre. Mais ce que peu savent, c'est l'onde de choc que cette décision a provoquée dans son cercle intime. Et sa femme, Dany Saval, comment a-t-elle réagi en coulisses? Entre incompréhension, colère et silence pesant, une réalité bien plus troublante que ce que les médias ont osé révéler se dessine. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les dessous de ce départ brutal, les tensions dissimulées et l'impact émotionnel dévastateur qu'il a eu sur ce couple mythique. Préparez-vous à découvrir ce que personne n'ose dire à l'antenne. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo autour de vous. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Et soudain, c'est le monde à l'envers. Michel Drucker, pilier du petit écran, éternel visage du dimanche après-midi, traverse un moment de flottement. Mais ce n'est pas la télévision qui vacille, c'est sa vie privée qui prend l'eau. Ce n'est pas lui qu'il faut opérer cette fois-ci, mais celle qui, depuis des décennies, est restée dans l'ombre pour lui tenir la main. Dany Saval. L'actrice, l'épouse, la confidente, a été hospitalisée d'urgence début juillet, dans un silence qui en dit long. Et même si elle est sortie depuis, le cœur n'y est plus vraiment. Pas quand l'équilibre d'un couple se dérègle ainsi, surtout à cet âge où chaque alerte devient plus grave, plus pesante. Ce qui me frappe, c'est le contraste entre le sourire professionnel de Michel au micro et la tempête intime qu'il affronte en coulisses. Le 10 juillet, lorsqu'il commente l'étape du Tour de France à Vire, sa ville natale, on sent bien qu'il essaie de s'accrocher à quelque chose de stable, de solide, de familier. Sa voix, pourtant si reconnaissable, vacille par moments. Certains téléspectateurs le critiquent. Trop de digressions, trop de questions personnelles. Mais franchement, peut-on lui en vouloir? Cet homme, qui a toujours contrôlé son image au millimètre près, est peut-être juste en train de lâcher prise, de laisser transparaître ce qu'il vit réellement, et je trouve ça profondément humain. Je ne peux m'empêcher de penser que Dany, autrefois si forte, si présente lors des ennuis de santé de Michel, est aujourd'hui fragile à son tour. Le voir inverser les rôles, devenir le pilier, le soignant, c'est à la fois bouleversant et d'une beauté rare. On oublie trop souvent que les héros de la télé sont aussi des hommes amoureux, inquiets, démunis parfois. Le regard de Michel, lorsqu'il parle de Vire, n'est pas juste celui d'un commentateur nostalgique. C'est celui d'un homme qui revient là où tout a commencé, comme s'il cherchait à se raccrocher à quelque chose de pur, d'intact. Mais comment garder la tête haute quand la personne qu'on aime le plus au monde faiblit soudainement? Il l'a dit lui-même, Dany l'a toujours pris pour un fou parce qu'il voulait tout reprendre trop tôt, trop fort. Mais cette folie, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui le tient debout, parce que c'est à son tour d'être le roc, parce qu'il sait, mieux que personne, ce que cela fait de voir l'autre décliner. Il connaît l'odeur des hôpitaux, le tic-tac des machines, les regards qui en disent de trop. Et cette fois, c'est elle qu'il faut protéger du poids, de la vérité, comme elle l'a fait, pour lui. Alors oui, ce jour-là sur le tour, il n'était peut-être pas au top. Et alors, il était là, fidèle, digne, ému. Et moi, ce que je vois, ce n'est pas un animateur qui perd pied, c'est un homme qui continue malgré tout. Parce que parfois, continuer, c'est déjà héroïque. Et puis, il y a eu ce silence. Pas celui qu'on subit à la fin d'une émission, pas celui qui précède l'applaudissement ou l'éclat de rire du public. Non. Celui qui tombe dans une maison trop grande pour un homme seul quand l'autre est absente. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être bruyant pour devenir insupportable. Dany venait de rentrer de l'hôpital, affaibli, fatigué, comme décalé dans sa propre vie. Michel, lui, faisait bonne figure. Il continuait à sourire, à répondre aux appels, à noter ses rendez-vous dans un agenda qu'il n'avait plus le courage d'ouvrir. Mais à quoi bon, au fond? Tout semblait suspendu. Les jours s'enchaînaient et rien ne reprenait vraiment sa place. Il y avait dans son regard une forme de fracture, une cassure douce mais irréversible. On l'avait vu autrefois face à des crises terribles, face à la mort même, et il avait toujours tenu bon. Mais là, ce n'était pas la peur de mourir. C'était la peur de la perdre. Elle, Dany. Il ne s'en cache pas lorsqu'il parle avec ses proches. « Tu sais, je ne suis pas prêt. » A-t-il glissé un jour à un ami de longue date? La voix étrangla. Pas prêt à vivre sans elle, pas prêt à redevenir ce jeune homme de Vire,
celui qui avait peur de tout, sauf de la télévision. Il se souvenait encore du parfum de ses cheveux lorsqu'elle entrait sur un plateau, bien avant qu'ils ne deviennent un duo à la ville. Elle avait cette élégance discrète, cette distance naturelle qui la rendait magnétique. Et même si les années avisent de passer, même si les rides s'étaient accumulées sur leur visage comme autant de souvenirs figés, l'amour n'avait jamais faibli. Il s'était transformé, bien sûr, avait gagné en profondeur, en tendresse, en silence complice, mais il était toujours là, brûlant, fragile, entier. Dany, elle, ne se plaignait pas. Elle avait cette force intérieure qu'on retrouve chez certaines femmes qui ont tout donné sans jamais réclamer. Elle était de celles qui encaissent sans bruit. Son hospitalisation, elle ne voulait pas qu'on en parle. Pas même à leurs amis, elle savait à quel point Michel était vulnérable, à quel point il se sentait responsable. Alors elle minimisait, souriait, disait que ce n'était qu'un petit malaise, 3 examens de routine. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Elle était faible et Michel le voyait. Il veillait la nuit. Il lui préparait ses infusions, posait une main sur son front, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Et parfois, dans l'ombre, il pleurait. Pas longtemps, juste ce qu'il fallait pour que la tension s'évacue. Puis, il séchait ses larmes et retournait à la lumière. Mais la lumière, justement, devenait de plus en plus difficile à retrouver. Le plateau de Vivement Dimanche, autrefois si familier, lui semblait désormais étranger. Trop vide, trop bruyant, trop faux. Il n'arrivait plus à se concentrer. Il oubliait des noms, perdait le fil de ses phrases. Les techniciens se regardaient, inquiets, sans oser dire quoi que ce soit. Et quand la caméra s'éteignait, c'était comme si toute son énergie le quittait d'un coup. Il s'effondrait dans son fauteuil, muré dans un silence que personne n'osait briser. Il n'était plus ce monument inébranlable. Il était un homme, fatigué, inquiet, perdu. Ce qui l'a sauvé, en vérité, ce sont les souvenirs. Il s'est mis à les convoquer, un par un, comme on feuillette un album photo poussiéreux. Il revoyait Dany sur les tournages, Dany à Saint-Tropez, Dany dans leur maison de campagne, riant aux éclats avec leur fille. Il revoyait aussi les premières interviews, les premiers invités célèbres, les lettres de téléspectateurs qu'il lisait avec elle le soir, dans leur lit. Ces instants-là, il les écrivait désormais dans un carnet. Un journal intime qu'il n'avait jamais tenu jusque-là. Chaque soir, après avoir vérifié que Dany dormait profondément, il prenait ce petit carnet en cuir et y notait ses pensées. C'était sa manière à lui de tenir bon, de ne pas sombrer, de continuer à croire en demain. Croire. Mais ce demain, justement, devenait de plus en plus flou. Le téléphone sonnait moins souvent. Les projets se faisaient plus rares. Certains à la télévision commencèrent à murmurer qu'il était peut-être temps qu'il s'arrête, qu'il passe le flambeau, que son époque était révolue. Ces mots-là, Michel les a entendus, et ils l'ont blessé, parce qu'ils ne savaient pas, eux. Ils ne savaient pas ce que ça représentait pour lui de continuer. Ce n'était pas une question d'ego, ni de gloire. C'était une nécessité, une respiration. Sans la télé, il s'éteignait. Et surtout, il savait que tant qu'il travaillait, Dany le regardait. Et tant qu'elle le regardait, elle était là, vivante, présente, connectée. Un jour pourtant, Dany a levé les yeux vers lui, alors qu'il feuilletait un vieux script d'émission. Elle l'a regardé longuement, sans rien dire. Puis, elle a murmuré « Et si on partait, toi et moi, sans caméra, sans planning, juste nous, une dernière fois ?» Cette phrase a résonné en lui comme un uppercut. Il a senti ses défenses s'effondrer. Elle ne voulait plus se battre pour son confort, pour son image, pour ses projets. Elle voulait juste vivre, un peu, encore, avant que tout ne devienne vraiment trop tard. Il n'a pas répondu tout de suite. Il l'a prise dans ses bras et il a compris. C'était fini. Ils ont organisé leur départ en secret. Une maison en Provence, près des oliviers, là où le temps s'écoule autrement. Pas de télévision, pas d'agenda. Juste les cigales, le ciel bleu et les souvenirs qui s'invitent sans prévenir. Les premières semaines, Michel a dormi, longtemps, comme s'il devait récupérer 20 ans de fatigue accumulée. Dany, elle, retrouvait petit à petit des couleurs. Ce changement d'air, cette pause, l'apaisait. Elle reprenait goût aux choses simples. Un café sur la terrasse, une promenade au marché, un coucher de soleil en silence. Et puis un matin, elle s'est assise à côté de lui, un carnet à la main. « J'ai envie d'écrire, moi aussi. » Il a souri. Ils ont passé des heures à parler, à tout se dire, à revivre,
à reconstruire. C'était leur thérapie, leur manière de reprendre possession de leur histoire. Michel, pour la première fois depuis longtemps, ne ressentait plus ce vide immense. Il était là avec elle, entier, disponible, humain. Bien sûr, il y avait encore des jours gris, des matins où la douleur revenait, où l'angoisse reprenait le dessus. Mais ils étaient ensemble. Et ça changeait tout. Leur amour, au fil des semaines, devenait presque adolescent. Ils se redécouvraient. Ils riaient le plus souvent. Ils s'embrassaient sans raison, comme s'ils savaient que chaque instant comptait désormais double. Les appels de Paris se faisaient plus insistants. On voulait qu'il revienne, qu'il reprenne son fauteuil rouge. Mais Michel hésitait. Cette fois, il n'était plus sûr de vouloir retrouver les plateaux. Il avait trouvé quelque chose ici, qu'aucune caméra ne pouvait lui offrir. La vérité, l'essentiel, l'intime. Un soir, Dany lui a demandé « Tu le regrettes, tout ça ?» Il a réfléchi un instant, puis il a répondu « Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que le plus grand show de ma vie, c'était toi. » Et dans ce silence-là, il n'y avait plus de peur, plus de fatigue, juste deux êtres qui s'étaient choisis encore une fois, au-delà de tout. Les semaines passaient et le temps semblait avoir changé de texture. Tout allait plus lentement, comme si chaque instant s'étirait pour leur laisser le loisir de le savourer pleinement. Dans leur maison en Provence, les murs étaient imprégnés de silence, mais ce silence n'avait plus rien d'inquiétant. Il était doux, complice, enveloppant. Michel et Dany s'étaient inventé une nouvelle vie, loin du tumulte de la télévision, loin des projecteurs, loin des attentes. Ils se levaient tard, se couchaient tôt, cuisinaient ensemble des plats simples, écoutaient les oiseaux chanter au petit matin. C'était presque trop parfait, presque irréel. Et pourtant, c'était leur réalité. Leur îlot, leur résistance discrète face à l'inéluctable. Un jour, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Michel s'est assis sous la tonnelle, un verre de vin à la main. Il regardait Dany au loin, qui arrosait les lavandes avec cette lenteur méditative qu'elle avait adoptée depuis leur arrivée. Il la trouvait belle. Fatiguée, bien sûr, amaigrie, parfois même vacillante, mais belle. Belle comme ces choses qui ne cherchent plus à séduire, mais qui imposent leur présence par la simple force de leur authenticité. Il se rappelait leurs débuts, les premières rencontres à la télévision, les regards timides échangés entre deux répétitions. À l'époque, il ne savait pas encore que cette femme-là deviendrait son ancrage, son cap, sa vérité. Il n'écrivait plus dans son carnet. Plus depuis quelques jours, il n'en ressentait plus le besoin. Tout ce qu'il voulait désormais, c'était vivre, simplement. Il pensait parfois à ceux qu'il avait laissés derrière, les techniciens de France Télévisions, les journalistes, les invités fidèles. Certains lui avaient envoyé des messages, d'autres étaient restés silencieux. Et au fond, cela lui convenait. Il avait donné tant d'années à ce métier, tant d'énergie, qu'il se sentait en droit de reprendre son souffle sans devoir se justifier. Dany s'est approchée de lui et s'est assise à ses côtés. Elle portait une écharpe légère autour du cou, même si la chaleur était encore là. Un geste discret, presque pudique, pour cacher les marques que la maladie avait laissées. Mais Michel ne voyait plus rien de tout cela. Il voyait son regard, il voyait la femme qu'il avait aimée, qu'il aimait toujours, avec une intensité qu'il n'aurait jamais cru possible à cet âge-là. Il lui a tendu son verre. Elle a bu une gorgée, puis a posé sa main sur la sienne. « Tu sais, a-t-elle dit, je crois qu'on a réussi quelque chose d'important. » Il a haussé un sourcil. « Réussi quoi ?» Elle a souri. « À être heureux, malgré tout. » Il a éclaté de rire. Un rire franc, sincère, presque juvénile. Et ce soir-là, ils ont parlé jusqu'à tard dans la nuit, comme deux adolescents amoureux, oubliant leur corps fatigué, oubliant le compte à rebours invisible qui faisait son œuvre en silence. Quelques jours plus tard, Michel a reçu une lettre manuscrite. Une lettre comme on n'en reçoit plus. C'était un ancien collaborateur, un technicien du son, qui lui écrivait simplement pour le remercier. Le remercier pour toutes ces années d'écoute, de bienveillance, de respect. La lettre était touchante, maladroite parfois, mais terriblement sincère. Michel l'a lue à voix haute à Dany, la gorge nouée. Elle a posé sa tête sur son épaule, en silence. Ce genre de reconnaissance, pure, désintéressée, valait 1000 hommages publics. C'était ça, au fond, le plus beau des héritages. Il y eut aussi la visite de leur fille, Stéphanie. Une apparition lumineuse. Elle arriva un matin, les bras chargés de fleurs et de douceur. Elle embrassa tendrement sa mère, serra son père contre elle.
Ils avaient tant de choses à se dire, et en même temps, plus besoin de dire grand-chose. Les gestes suffisaient. Elle resta quelques jours, partagea leur quotidien simple, posa des questions, écouta beaucoup. Elle était fière de voir ses parents, ainsi, unis, entiers, indissociables. Avant de repartir, elle glissa discrètement à son père « Tu sais, tu n'as plus rien à prouver, tu as déjà tout donné. » Et cette phrase, si simple, fut comme une libération. Michel repensait souvent à cette remarque. Elle résonnait en lui comme une évidence. Lui qui avait passé sa vie à vouloir bien faire, à rassurer, à accompagner, comprenait maintenant qu'il avait le droit de se retirer. Non pas par dépit, mais par choix. Le plus grand luxe, c'était peut-être justement ça. Choisir quand s'arrêter. Non pas quand on vous y pousse, mais quand votre cœur vous y invite. Les saisons commencèrent à changer. L'été tirait sa révérence, les nuits devenaient plus fraîches, les jours plus courts. Mais ni lui, ni Dany ne redoutaient l'automne. Au contraire, il y avait dans ses couleurs fanées, dans ses vents plus frais, une forme de beauté mélancolique qui leur ressemblait. Ils ne fuyaient plus rien. Ils accueillaient, même la fragilité, même l'inconnu. Et un soir, alors que la pluie tombait doucement sur les tuiles de la maison, Michel s'est levé, a allumé un vieux tourne-disque et a mis un vinyle qu'ils écoutaient autrefois. La voix d'Aznavour a rempli la pièce, douce, chaude, intemporelle. Dany la regardait avec un sourire fatigué. Il lui a tendu la main. Elle s'est levée avec lenteur, a glissé ses bras autour de son cou. Ils ont dansé, lentement, très lentement. Pas besoin de paroles, pas besoin d'explications. C'était une danse d'adieu et de renaissance à la fois. Car ils savaient, tous les deux, que le temps leur était compté, que l'un partirait sans doute avant l'autre. Mais ils savaient aussi que l'amour, le vrai, celui qui avait traversé les tempêtes, les plateaux télé, les applaudissements et les silences, ne mourrait pas. Jamais. Et dans cette maison bercée par le chant discret de la pluie, deux cœurs battaient encore à l'unisson, apaisés, unis jusqu'au bout du souffle. Ce n'était plus la gloire, ni les projecteurs, mais l'essentiel. L'amour nu, fragile, invincible. Michel et Dany n'avaient plus rien à prouver, juste à s'aimer, encore un peu, encore toujours. Leur plus belle œuvre, ce n'était pas une émission, mais cette vie partagée, malgré tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des récits les plus humains derrière les figures publiques.